Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'élection présidentielle se poursuit au Nigeria. Quelques centaines de bureaux de vote sont encore ouverts ce dimanche en raison de dysfonctionnements liés au système biométrique. Accord pour la création d'une force militaire propre à la Ligue arabe. Objectif, combattre le terrorisme avec en ligne de mire le groupe État islamique. Et puis du nouveau à la tête de la Ligue nationale de football du Gabon. Brice Ndiamboundika a été élu président ce vendredi avec 75% des suffrages. Son portrait dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, la Tunisie en marche contre le terrorisme. 10 jours après l'attentat du musée du Bardo, des milliers de Tunisiens sont descendus dans les rues ce dimanche pour dénoncer le terrorisme. Plusieurs chefs d'État ou de gouvernement étrangers ont fait le déplacement. À noter que ce rassemblement se tient alors que le chef du groupe accusé d'avoir dirigé l'attaque du 18 mars a été tué ce samedi par les forces tunisiennes. La CENI revoit ses directives et prolonge le vote au Nigeria. 300 bureaux de vote sont encore ouverts ce dimanche en raison d'incidents techniques relevés dans des centres de vote ce samedi. Des dysfonctionnements qui ont contraint la CENI à autoriser le vote sans le lecteur de carte. Un reportage d'Afolake Onyenloye, notre correspondante au Nigeria. Selon les directives initiales de la CENI, le vote est reporté au lendemain si le lecteur électronique de carte s'avère défectueux. Samedi, les électeurs ont signalé des retards dus au dysfonctionnement des appareils censés lire les données biométriques et les empreintes digitales pour authentifier leur identité. L'une des victimes de ce dysfonctionnement est le président Goodluck Jonathan, qui a été forcé d'abandonner son accréditation lorsque l'appareil a échoué à plusieurs reprises. Il a finalement été accrédité de façon manuelle avant de pouvoir voter. Face à cette situation, la CENI annonce qu'elle autorise les électeurs à recourir au vote manuel. La Commission a donc décidé, dans le cadre des lignes directrices pour la conduite des élections générales de 2015, que dans les centres de vote où les lecteurs de cartes n'ont pas fonctionné, le président accrédite manuellement les électeurs en marquant le registre des électeurs, s'il est convaincu que la personne présentant une carte d'électeur permanente en est le titulaire légitime. Cependant, la Commission rassure que le vote se déroulera dimanche dans les centres de vote où il a été suspendu, mais les déboires de la CENI ne s'arrêtent pas là. Notre expert en informatique a signalé que notre site a été piraté. Ils ont travaillé très dur et ils étaient en mesure de corriger le problème en déplaçant tout simplement le contenu de notre site à un autre endroit. Donc le site de la CENI est en marche. Une enquête approfondie sur ce qui est arrivé sera faite, rassure la CENI, avant de rappeler son engagement pour des élections libres, justes et crédibles. Un pacte national pour le renouveau de la justice au Burkina Faso. Il a été ratifié ce samedi par plusieurs acteurs politiques et de la société civile. Le document fixe les conditions de l'indépendance de la justice vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques et consacre la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Au Burkina Faso, un pacte national pour le renouveau de la justice a été signé ce samedi 28 mars par plusieurs acteurs politiques et de la société civile au terme des États généraux de la justice qui avaient débuté le mardi 24 mars. Ce pacte fixe les conditions de l'indépendance de la justice vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques et prévoit la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Une signature saluée par le président de la transition, Michel Kafando, qui revient sur l'importance de ce document. Le pacte est important en ce qu'il redéfinit le rôle, les fonctions, le comportement des juges. Un comportement qui doit être désormais basé sur une indépendance réelle des magistrats vis-à-vis des influences politiques et économiques. Le pacte comporte plusieurs accords qui, dorénavant, garantissent l'indépendance de la justice. La nécessité de la relecture des différents textes pour pouvoir donner plus de pouvoir et plus d'indépendance aux magistrats a été confirmée. Le pouvoir exécutif, en raison de son emprise sur le pouvoir judiciaire, ne lui permettait pas de faire son travail convenablement. Certains acteurs de la justice saluent également cette signature et insistent sur le respect de cet engagement. Le tout n'est pas de contenir des engagements dans un pacte. Le tout, c'est véritablement d'avoir une sincérité et une volonté politique affichée pour respecter ces engagements-là. Parce que tout ce qui a été dit me semble connu des Burkinabés et des acteurs de la justice depuis belle lurette. Alors, ce qui donc doit faire la différence avec le fait qu'il soit connu depuis belle lurette, c'est la volonté des acteurs, qu'ils soient judiciaires ou non,
mais beaucoup plus la sincérité de tous les acteurs. Il ne faudrait pas signer alors que l'on n'est pas sincère avec soi-même par rapport à l'engagement. Et toutes les fois que la sincérité ne sera pas au rendez-vous, on ne pourra pas justement attendre le renouveau qui est proclamé donc à travers la signature de ce pacte. D'autres aspects du système judiciaire ont aussi fait l'objet d'accords, notamment la gestion de la carrière des magistrats, les sanctions disciplinaires ou pénales en cas de non-respect du serment et les rapports entre les juridictions et les justiciables. Il est également établi dans l'article 11 de ce pacte que les magistrats du parquet ne doivent en aucun cas subir des pressions ou des influences de leur hiérarchie dans le cadre du traitement des dossiers dont ils ont la charge. Une force militaire conjointe pour lutter contre le terrorisme. Le projet a été approuvé ce samedi en Égypte lors du 70e sommet de la Ligue arabe. Les chefs d'État membres de cette organisation se sont donné un mois pour en fixer la composition, les modalités de fonctionnement et les objectifs précis. Kekeli Afeto. Les chefs d'État de la Ligue arabe réunis en sommet à Sharm el-Sheikh en Égypte se sont mis d'accord sur le principe de créer une force militaire conjointe. Une force qui aura pour principale mission de combattre les groupes terroristes. Certains spécialistes saluent l'initiative tout en regrettant le retard accusé dans la prise de décision. L'initiative de la Ligue arabe est une très belle initiative sur le plan stratégique, mais c'est une très belle initiative qui me paraît, à mon avis, très anachronique. Très anachronique parce qu'elle a pris beaucoup de retard. Les pays arabes sont les principaux pays qui ont durement été frappés par les activités djihadistes et qui auraient pu prendre des initiatives conjointes dès le départ. Il fallait apporter une réponse systémique à cette question, c'est-à-dire que utiliser cette initiative actuelle à cette époque-là, c'est-à-dire de mettre en mouvement les différentes armées de ces différents pays pour lutter efficacement sur le plan militaire contre la montée du terrorisme. Disposant de l'armée la plus nombreuse et la mieux équipée du monde arabe, l'Égypte s'affiche comme le fer de lance de cette force. Pour des observateurs, seule une harmonisation adéquate pourra assurer le bon fonctionnement de cette force multinationale. L'Égypte se propose le fer de lance d'une force de frappe aérienne et le Caire est le mieux équipé du monde arabe avec une armée assez puissante. Et là, on voit que l'Égypte va pouvoir s'imposer sur le plan régional avec donc une force alternative aux puissances internationales. Il faut une harmonisation de ces différents dispositifs. Il faut accroître les moyens de renseignement entre les différents pays, mais aussi penser à un développement d'un discours idéologique islamique beaucoup plus puissant qui soit capable de faire face à cette montée en puissance du djihadisme. L'opération militaire conjointe en cours au Yémen est considérée comme un test pour la création de cette force. Les chefs d'État arabes se sont donné un mois pour en fixer la composition, les modalités de fonctionnement et les objectifs précis. Dans l'actualité également, troubles liés au confinement des populations en Sierra Leone. Depuis vendredi et jusqu'à ce dimanche 18h, près de 6 millions d'habitants sont contraints de rester chez eux. Or, plusieurs centaines de personnes ont quitté brièvement leur domicile dans le faubourg de Devil Hall ce samedi pour aller se ravitailler. Une situation qui a donné lieu à des échauffourées entre forces de l'ordre et population. Du sport à présent, Brice Njambumbika prend les rênes de la Ligue nationale de football professionnel du Gabon. Il a été élu ce vendredi avec 21 voix sur 28. Son principal challenge, redimensionner le modèle du championnat gabonais. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Brice Njambumbika est le nouveau président de la Ligue nationale de football professionnel du Gabon depuis ce vendredi 27 mars à Libreville. Au terme d'une élection sans suspense, l'ancien vice-président sortant, Brice Njambumbika, a été élu avec 21 voix sur 28, soit 75% de suffrage, contre 4 voix pour Gimbina et 3 voix pour le président sortant, Joël Birinda. Je mesure l'ampleur du travail et je pense que très rapidement, je vais m'attaquer à toutes les préoccupations qui ont été énumérées pendant ma campagne. Vous savez, j'ai distingué 3 périodes dans mon mandat. Et la première année, ce sont les urgences. Rapidement, il va falloir régler un certain nombre de préoccupations afin que nous puissions assainir
l'environnement football national. Après une trêve de 10 mois liée entre autres à la subvention de l'État, le nouveau président de la LINAFP entend tenir l'engagement de démarrer le championnat ce samedi 28 mars à Libreville. Pourtant, quelques voix s'élèvent déjà contre cette reprise. On n'est pas d'accord avec les consultants qui nous ont trompés. Il y a eu une escroquerie vaste qu'on n'a pas encore dit. Donc moi, personnellement, si c'est ça, je dis non. Vous ne jouez pas sur mon stade, vous vous débrouillez. Nous allons prendre le train en marche. C'est vrai que les voix sont élevées, mais comme je l'ai dit, au sortir de cette salle, nous allons nous mettre au travail et discuter avec le propriétaire des installations pour que nous arrivions à lui faire accepter, ne serait-ce que pour la première journée, que nous puissions démarrer. Les premiers chantiers du nouveau bureau de la LINAFP installés juste après l'élection sont déjà très attendus. En effet, il entend redimensionner le modèle du championnat professionnel, lancer la phase allée des deux championnats de D1 et D2 sans interruption et harmoniser les textes de la LINAFP. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.